L'assurance vie, on en entend beaucoup parler. C'est un super outil d'épargne, c'est vrai. Mais au fond, qui peut vraiment en souscrire une? Qui a le droit de signer ce type de contrat? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, les règles essentielles qui s'appliquent en France. Alors, cette question de qui peut signer, elle nous amène directement à une notion juridique hyper importante, la capacité juridique. Pour y voir clair, on va d'abord identifier les différents intervenants dans un contrat d'assurance vie, et puis on regardera ce que la loi attend de chacun. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Et pour commencer, la base de la base, c'est de bien comprendre qui fait quoi dans ce contrat. En fait, le principe, c'est assez simple. C'est un accord. D'un côté, on verse de l'argent. On appelle ça des primes à un assureur. Et de l'autre, cet assureur s'engage à verser une somme, que ce soit un capital ou une rente, à une personne qu'on a désignée. Ça se passe quand un certain événement arrive, le décès de la personne assurée par exemple, ou tout simplement ça survient à une date précise. Donc, on a 3 rôles clés à retenir. D'abord, l'assureur, bon, ça c'est la compagnie. Ensuite, l'assuré, c'est la personne sur laquelle repose le contrat, si on veut. Et enfin, et c'est lui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, on a le souscripteur. C'est la personne qui signe le contrat, qui verse l'argent et qui prend toutes les décisions importantes. Voilà, ce souscripteur, c'est vraiment le personnage central de notre histoire, parce que toute la question de savoir si on peut signer un contrat repose sur lui et sur sa capacité juridique. Et là, la loi est très claire. Le Code civil nous dit une chose essentielle. Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. En gros, ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre ce qu'on est en train de faire, de mesurer la portée de sa signature. C'est la base de tout contrat en fait. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand une personne est considérée comme vulnérable? Je pense aux personnes dont les facultés sont altérées ou simplement à cause de leur âge. Comment la loi les protège dans ce cas de figure? Eh bien justement, la loi a prévu des mécanismes de protection très précis. On va se concentrer sur les 2 plus connus, la tutelle et la curatelle. Bon, ici il y a 2 mots à bien retenir, représenter et assister. C'est ça la grande différence. Sous tutelle, c'est la protection maximale, le tuteur représente la personne, c'est-à-dire qu'il agit à sa place, mais attention, pour les grosses décisions, il lui faut l'autorisation d'un juge. Sous curatelle, c'est différent, là le curateur assiste, la personne protégée signe elle-même, mais elle n'est pas seule. Son curateur est là pour l'aider et doit aussi signer. C'est vraiment une nuance capitale. Ces fameuses grosses décisions qui touchent au patrimoine, un langage juridique, on appelle ça des actes de disposition. Et la règle d'or, elle est simple, une personne protégée ne peut jamais, au grand jamais, faire ce genre d'acte toute seule. Mais concrètement, un acte de disposition, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple souscrire un nouveau contrat, bien sûr, mais aussi retirer de l'argent, ce qu'on appelle un rachat, ou encore changer la personne qui touchera l'argent, le bénéficiaire, faire un gros versement, ou même changer le type de placement pour quelque chose de plus risqué. Tout ça, ce sont des actes de disposition. Maintenant, après les majeurs protégés, passons à un autre cas très important, celui des mineurs. Comment ça se passe pour eux? Alors pour un enfant mineur, ce sont évidemment ses parents qui gèrent. Pour les petites opérations de tous les jours, la signature d'un seul parent peut suffire. Mais, et c'est un mais important, dès qu'on touche à un acte de disposition, et souscrire une assurance vie en est un, là il faut absolument l'accord et la signature des 2 parents. C'est non négociable. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux, eh bien c'est le juge qui devra trancher. Et petit cas de figure, si le mineur n'a plus ses parents pour exercer l'autorité parentale, que se passe-t-il? C'est simple, un tuteur est désigné. Et là, on retombe sur le cas qu'on a vu tout à l'heure, on applique les mêmes règles que pour la tutelle d'un majeur. Le tuteur devra donc demander l'autorisation du juge. Au final, que l'on parle d'un majeur sous protection ou d'un mineur, on voit bien que la logique reste toujours la même. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ce mot, protection. L'idée, c'est vraiment de construire une barrière pour protéger le patrimoine des plus vulnérables contre des décisions qui pourraient être prises à la légère ou sans en comprendre toutes les conséquences. Voilà, on a fait le tour de la question. Alors bien sûr, il est important de préciser que tout ceci est à but purement informatif. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée. Pour toute démarche, le bon réflexe, c'est de se rapprocher de son conseiller habituel. Merci beaucoup et à très bientôt.